Quand vous parlez d'investissement, je reviens maintenant à ce que nous pouvons faire en tant que musulmans en Europe. Et moi, comme j'ai dit, il faut un peu oublier le fantasme ou le rêve, je sais pas, d'investisseurs venant du Moyen-Orient. Les gens ont besoin d'avoir confiance et ils ont déjà tellement donné et ils ne voient pas de résultat. Peut-être qu'il y a un résultat, mais pour eux, c'est pas suffisant. En tout cas, il n'y a pas de transparence par rapport à ce qui est fait. Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à la finance islamique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre frère Mohamed Boulif de Finéopolis qui va aborder la question de la finance islamique avec nous d'un point de vue européen, puisque c'est le ou un des premiers à avoir porté une attention particulière à la finance islamique sur ce marché. Salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Bienvenue dans nos bureaux de Tanger. Merci pour l'invitation. Tu es de Tanger, c'est ça également? Je suis effectivement natif de Tanger, mais très jeune, enfant, était en Belgique, donc à l'âge de 2 ans, donc voilà. Bon. Je n'ai pas vécu beaucoup au Maroc. Malgré tout, double culture. Double culture, et j'ai travaillé aussi au Maroc en tant que consultant, bien sûr. Alhamdoulilah. Dans un premier temps, je te laisse te présenter, expliquer un petit peu qui tu es. Alors, pareil, toujours pour être complètement transparent, on a une mission, on travaille avec Finéopolis, avec le frère Sami, puis avec donc votre structure. Donc voilà, je le rappelle toujours pour que tout le monde soit au courant et que ce soit complètement transparent. Donc je te laisse dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Alors il y a beaucoup de choses, bien sûr, en résumé, puisque tu as eu une casquette d'enseignant, tu as été beaucoup de choses à la fois. Je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas sur notre marché. Oui, d'accord. Donc moi je suis aujourd'hui résident en Belgique et d'origine marocaine effectivement, mais j'ai quasi tout fait en Belgique et puis à l'international aussi. Alors je suis à la base, j'ai une formation d'économie appliquée en finance et gestion d'entreprise et très rapidement, chance ou par volonté, parce qu'il faut aussi des fois pousser et tout au début de la finance islamique dans le monde, disons, mais aussi un peu en Europe, puisque assez paradoxalement, dès que la finance islamique a émergé dans les pays du Moyen-Orient, elle a assez rapidement aussi débarqué en Europe, et on ne le sait pas toujours que fin des années 70 déjà, 79, début des années 80, il y a déjà des structures qui sont mises en place, on pourra y revenir. Et donc j'ai eu la chance et aussi là, un peu par motivation, voulu rejoindre cette finance, étant de formation moi-même en finance. Très tôt, d'ailleurs, j'ai fait mon travail de fin d'études, de DEA sur la finance islamique. C'était le premier francophone en Belgique, je sais pas par rapport à la France, mais en Belgique en tout cas, sur la finance islamique. Et donc, après avoir travaillé quelques années dans des structure conventionnelle, j'ai rejoint une structure au Luxembourg portée sur la finance islamique, on pourra y revenir, et c'est de là que voilà, j'y suis 1993, disons professionnellement, jusqu'à aujourd'hui, mais en tant qu'étudiant et chercheur avant aussi. Et tu me disais, oui, voilà, en 1984, déjà, que ça, c'est quelque chose qui m'épate un petit peu parce que, tu sais, donc moi, j'ai fait l'MBA en finance islamique à Strasbourg où tu as enseigné. Oui, j'ai enseigné aussi. C'est ça, hein? Oui. Et tu sais, donc, on apprend que la finance islamique, c'est début 70 dans les pays du Golfe, etc., ou en Égypte. Et je me dis, années 70, 75, 80, 84, tu commences à parler de finance islamique et des travaux qui sont faits. C'est tout à fait. Alors, des fois, il y a des bons concours de circonstances et on rencontre les bonnes personnes. Alors, j'ai eu la chance, moi, dans mon parcours, de rencontrer le docteur Jamal Denatia, qui est un juriste égyptien qui vivait au Liban. Et avec la guerre des années 75 au Liban, il s'est déplacé au Luxembourg. Et au Luxembourg, il a fondé une banque, un holding bancaire islamique. C'était le tout premier, c'était je pense en 79-80. Et moi, à l'époque,
il y avait très peu d'activités de finance islamique, mais on en entendait parler. Et ce qui fait que je me déplaçais beaucoup sur Londres et sur la Suisse parce que c'est là où il y avait les banques d'affaires et c'est là où on parlait de finances islamiques. Et sur mon chemin, je passais par le Luxembourg et c'est comme ça que j'ai visité le docteur Jamal El Attia qui était un peu mon mentor, si je peux dire, sur la finance islamique, supervisé mes travaux à l'université de 1982, 83 et 84. Et ce même professeur, quelques temps après, m'a contacté pour me dire voilà, il y a des frères en France, à Aix-en-Provence et sur Grenoble, qui lancent un centre d'études et de recherche en économie islamique. Est-ce que tu veux te joindre à eux? Bah, je t'y vais. Là, c'est bien sûr. Voilà, c'est plus que la cerise, quoi. Et donc, je les ai rejoints au premier, et ça, très peu de gens le savent, c'est qu'il y a eu un premier cours d'été en 96 à l'université, en partenariat avec l'université de Grenoble. Assez difficile à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment un partenariat avec l'université et déjà la Banque islamique de développement. Donc la Banque islamique de développement, donc un cours d'été de 2 semaines sur 4 matières: l'économie islamique, la finance islamique et le droit musulman. Donc il y avait 4 matières pendant 15 jours. C'était vraiment, et c'est là où j'ai rencontré disons des amis, des frères qui sont que je vois encore aujourd'hui, parce que chacun a fait. Certains sont allés à la Banque islamique de développement, certains sont rentrés au Maroc et ont été à l'initiative de quasi de toutes les initiatives qui datent aussi d'il y a quelques années, fin des années 80, début des années 90, des frères qui ont créé l'ASMESI, l'Association marocaine d'économie islamique aussi. Et donc voilà, pour pas s'étendre trop sur cette partie-là, effectivement, on a eu au moins 2 cours d'été en 86 et en 89, l'un avec l'université de Grenoble et l'autre avec l'université de Strasbourg, justement. Donc c'était des initiatives qui étaient disons assez précurseurs, puisque il n'y avait pas encore on parlait pas encore vraiment d'économie ou de finances islamiques en France. Oui, complètement. Moi, tu vois, j'étais finance islamique 2010 à peu près à l'université de Strasbourg, mais avant ça, pour moi, c'était le néant absolu. Donc, tu vois, non, il y a que pas du tout. Il y a eu des choses bien avant. Non, il y a eu des initiatives assez intéressantes et à mon sens, qui n'ont pas vraiment été, je veux pas dire pas égalées, parce qu'il y a des centres, l'Angleterre, bien sûr, il y a plusieurs, l'Islamic Foundation à Leicester, le diplôme de Durham de l'université de Durham et énormément d'autres initiatives. Mais disons sur l'Europe continentale, il y a eu très peu d'initiatives qui ont pu égaler cette parenthèse qu'on a vécue nous en tant qu'étudiants et chercheurs à l'époque en France et en Belgique aussi. Ok, intéressant. Et les institutions financières, du coup, à quel moment elles commencent à mettre le pied dedans en Europe? Alors, bon, nous on connaît le marché français, je sais pas, il y a eu d'autres initiatives. Alors, comme je vous ai dit, il y a un premier holding bancaire créé par le docteur Jamal El Attia, qui est rahmatullah alayh, qui est décédé depuis lors. Donc au Luxembourg, ce même holding a lancé, je pense, c'était une filiale au Danemark, qui était la première banque de détail européenne. Donc dans les années, je pense les années 80, et qui a été dissoute, liquidée dans une société, parce que la société, quand j'ai travaillé au Luxembourg, dans un holding au Luxembourg, on a repris cette banque et commercialement ça n'allait pas. Enfin, il y a eu quelques soucis au niveau de l'actionnariat aussi, et donc c'est une banque qui a été liquidée, mais c'était la première banque islamique en Europe qui date du milieu des années 80. Donc un holding bancaire islamique qui faisait des financements surtout pour les populations turques en Allemagne sous forme de modaraba. Et c'était un peu le problème. On parle beaucoup de modaraba, peut-être qu'on va y revenir, parce que on pense que c'est vraiment le modèle qui devrait être adopté par la finance islamique ou les institutions financières islamiques, mais qui est pas évident à mettre en œuvre, parce que il faut vraiment, je dirais, un niveau de taqwa très élevé. Pour pas dire autre chose, il y a de gestion de risque, etc. Mais quand on a affaire, il suffit pas d'avoir affaire à des musulmans qui viennent avec des
l'expérience de Luxembourg a démontré que vous pouvez venir avec des recommandations, des personnes qui recommandent des imams et des chouyours, etc., qui recommandent des épiciers, des coiffeurs, des petites supérettes, etc. Mais dans les faits, quand il y a du gain, c'est bon, et quand il y a des pertes, c'est un peu plus compliqué. Donc, la Banque du Luxembourg s'est retrouvée un peu en difficulté à cause un peu du fait que les musulmans n'avaient pas assimilé vraiment l'âme de la finance, l'âme et l'esprit de la finance islamique, mais juste les outils, et ça suffit pas. Et donc c'est pour ça que cette expérience-là, le holding, la filiale au Danemark qui a été après revendue à plusieurs groupes, en fait le groupe Al Baraka, et puis le dernier groupe c'est Darm Al Islami. Mais très tôt aussi, en 1983 déjà, on a une société d'assurance islamique au Luxembourg. Donc en 1980, on a Takaful SA, qui est une société d'assurance qui faisait des produits, offrait des produits sur base de la Mudaraba et du Takaful, bien sûr, pas de l'assurance générale, mais de l'assurance qu'on appelle l'assurance vie, mais voilà, l'assurance décès. Et là, on avait des produits pour l'éducation, pour le mariage, pour la Umrah. Donc il y avait une gamme de 4-5 produits qui permettait aux musulmans d'Europe, donc il y avait un passeport européen, donc aux musulmans d'Europe qui pouvaient effectivement souscrire à des plans d'épargne liés à une assurance. Et donc c'était très intéressant, et c'est là que moi j'ai atterri. Donc c'est une société qui a été créée en 1983. Et moi, je l'ai rejoint en 1993. Donc, en 93, j'ai rejoint cette structure au Luxembourg, qui avait elle-même une filiale en Angleterre, Takaful UK. Et donc, voilà un peu ce qui était déjà dans les années 80. Donc, au début des années 80, on avait déjà un peu ces 3-4 institutions en Europe qui avaient commencé. Et puis alors, on a d'autres, surtout en Angleterre, le Baraka a commencé très tôt, aussi dans les années 80, à avoir des services de compte courant et quelques services islamiques, mais chacune avec une expérience propre, des difficultés aussi, souvent des difficultés réglementaires, parce que on vous dit vous êtes les bienvenus. C'était un peu ce qu'on peut dire pour l'Angleterre, pour le Luxembourg, mais s'agissant de l'Europe, ils avaient très peu de marge de manœuvre que pour pouvoir changer la loi ou faire en sorte qu'on ait des institutions financières islamiques qui peuvent vraiment opérer dans un environnement qui leur est favorable. Ça a toujours été l'accord de RAID avec des restrictions. Voilà, vous pouvez ouvrir un compte de dépôt, donc un compte d'investissement, mais la loi en Angleterre, c'est vous devez quand même garantir un 2% minimum. Donc on s'arrangeait. La banque s'arrangeait toujours pour avoir un rendement au minimum de 2%, si pas plus, pour pouvoir quand même satisfaire à cette condition. Mais à côté de ça, devait s'arranger avec les déposants pour leur dire que c'est eux. C'est quand même des clauses. Aujourd'hui, quand on voit ça, c'est des clauses où les clients devaient signer un document pour la Banque d'Angleterre, la Banque centrale, disant que et vis-à-vis de la banque, que s'il y a une perte, c'est eux qui s'engageaient à céder, à supporter la perte. La banque ne pouvait pas leur imposer la perte, parce que la législation, la réglementation veut que les dépôts soient garantis. Donc on a trouvé une astuce pour dire que c'est les clients qui devaient déclarer qu'eux-mêmes acceptaient la perte, si perte il y a. Donc voilà, c'est un peu l'environnement dans lequel on baignait les institutions financières islamiques en Europe dans les débuts, et malheureusement, c'est encore un peu le cas. Il a fallu jongler, en fin de compte, par rapport au cadre présent à ce moment-là, et puis voir comment on pouvait... une des faiblesses, et c'est encore le cas aujourd'hui, une des faiblesses des musulmans, c'est qu'ils ne sont jamais venus avec un projet, disons, européen, qui aurait un poids, qui ferait que les réglementations européennes puissent en tenir compte. Parce qu'il est quand même anormal que des instances aussi importantes que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale intègrent la finance islamique d'une manière ou une autre. Le Fonds monétaire par des recherches, des études assez importantes et assez poussées. La Banque mondiale par des fonds Mudaraba dans des pays comme le Pakistan par exemple. Et que des institutions
européenne, elle, on n'en parle pas. Que la Banque européenne d'investissement ait des accords de partenariat avec la Banque islamique de développement, mais ne fait rien au niveau de l'Europe. Et ça, je pense, c'est une faiblesse des musulmans qui n'ont pas réussi à se structurer ensemble pour avoir un certain poids pour pouvoir peser, enfin, faire du lobbying comme tout le monde le fait dans les couloirs de Bruxelles principalement, là où se fait le lobbying, et arriver à adopter quelque chose au niveau européen. Ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore. On y reviendra peut-être sur les initiatives plus récentes en France notamment ou en Belgique. Et en Espagne. C'est des initiatives qui sont l'Allemagne aussi, puisqu'il y a quelques pays européens où il y a aujourd'hui quelques initiatives louables, mais pas encore de structure qui peut peser. Et est-ce que la base du problème, justement, c'est pas le musulman lambda qui, par manque de connaissances, peut-être n'est pas encore habitué, en tout cas ne pense pas instinctivement à aller s'adresser à ces établissements-là. Alors il y a effectivement plusieurs problèmes. Il y a le musulman lambda, on peut pas, on peut lui reprocher de se contenter de ce qu'il a, à savoir, il ne fait pas trop d'efforts. Mais ceux à qui on doit faire le plus grand reproche, c'est les gens comme moi, qui sont des gens qui sont dans la finance. Aujourd'hui, on a des experts, enfin, moi je suis plus âgé que vous, mais les nouvelles générations, c'est principalement les nouvelles générations, qui sont des experts dans tous les domaines dont on a besoin, que ce soit la fiscalité, que ce soit l'assurance, que ce soit l'asset management, la banque, etc. On a des experts et des gens bien placés aujourd'hui. Et donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est une population qui va au guichet de la banque et demande que la personne soit d'origine musulmane ou pas en face d'elle, en tout cas au guichet, voilà, je voudrais un produit sans intérêt, pas de riba, etc. Alors il a en face de lui un agent qui lui soit n'a jamais entendu parler, soit n'a pas cette offre-là. Et cet agent, souvent, il attend 16 heures pour partir. Il cherche pas à comprendre, et à la rigueur, c'est pas son rôle, sauf si on tombe sur quelqu'un de vraiment motivé. Ce qui fait que la demande, disons, large de la population musulmane, qui est quand même importante, surtout si on parle de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, bon, de la Belgique proportionnellement parlé, on oublie que la Belgique a peut-être le taux, certes, on est 1 million, je dirais même 1,2 million musulmans aujourd'hui, c'est le taux, proportionnellement, c'est un des taux, je sais pas, le taux le plus important en Occident, pas en termes de volume, mais en termes de proportionnalité. Et donc cette demande du musulman lambda reste au guichet et ne remonte pas vers les responsables de ces banques. Ça c'est un premier problème. On a un deuxième problème qui est celui de la réglementation. Là, il faut pas se voiler la face. Il y a un problème de réglementation, mais qui n'est pas insurmontable. Et là, de nouveau, ce que je reproche à notre communauté, surtout les experts de notre communauté, c'est, en France, il y a eu la chance de Sarkozy quand même, et Christine Lagarde. Complètement. Voilà, c'est un peu peut-être paradoxal, mais sur ce coup-là, il a été bon. Pas parce que il y avait une communauté musulmane qu'il fallait soutenir, non, parce qu'on avait besoin, vous êtes au courant, du fameux rapport du Sénat français, où on avait besoin le rapport, je pense, parlait de comment collecter 100 milliards d'euros par la finance islamique. Donc ça, c'était suite à une étude et un déplacement au Moyen-Orient, etc. Ils ont découvert que la finance islamique. Donc ils ont pu obtenir cela, et donc je pense qu'il y a quelques pressions des pays du Golfe, surtout peut-être le Qatar, qui dit bon voilà, on veut bien investir chez vous, mais faites un peu pour ces musulmans qui sont là, donnez-leur un peu quelque chose. Et je pense que c'est comme ça, Allah Alam, mais je pense que d'après les informations qu'on a, c'est que voilà, ils voulaient faire de la haute finance et avoir de l'argent pour la France, et quelque part une petite concession a été ces instructions fiscales qui coûtaient pas tellement, puisque de toute façon les banques françaises à part une seule banque historiquement, qui s'est cachée un peu avec un financement pour un sportif, je pense, un sportif. Et donc personne d'autre, sauf erreur, ne s'y est lancé, peut-être encore de manière limitée. Et donc voilà, c'est que les musulmans n'ont pas fait d'effort pour d'eux-mêmes essayer d'obtenir ces instructions fiscales,
ou des amendements fiscaux, ce qu'on appelle les rulings, etc. Ça a été fait en Angleterre, même si c'est pas toujours de l'initiative de la communauté, mais c'est des concours de circonstances. En Angleterre, il y a eu un vent favorable via quelqu'un qui a porté comme la finance islamique, c'est le Sir Eddie George, qui a quand même été un des précurseurs en Europe, et que quand il est devenu gouverneur de la Banque centrale, s'est engagé à développer la finance islamique à cause d'une femme d'ouvrage. Voilà, si vous connaissez sans doute l'histoire. Et donc voilà, qui comprenait pas qu'une dame citoyenne britannique puisse être discriminée au niveau de la finance. Et ça, c'est quelque part, je pense que nous, les musulmans, on travaille beaucoup sur, ce que les médias disent, ce que les politiciens disent, etc. Mais on n'utilise jamais les textes de loi qui sont disponibles, la réglementation qui est disponible. On peut être recalé au niveau politique, c'est-à-dire des politiciens, on le sait aujourd'hui, qui sont contre l'islam ou contre ceci et cela. Des médias, bon, c'est clair, mais pourquoi on n'exploite pas ce que la loi permet? Bien sûr. Laissons les médias, laissons les politiques dire ce qu'ils veulent, mais allons sur le terrain du droit et de la réglementation. Et là que peut-être ça pourrait aboutir. Si Christine Lagarde a pu le faire, certes en tant que ministre, mais si on trouve des députés qui peuvent déposer ces projets ou ces textes, peut-être que ça pourrait aboutir. Et des fois, aucun de ces pays aujourd'hui, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne, enfin toute une série de pays où il y a des embryons de finance islamique aujourd'hui, aucun de ces pays n'a travaillé sur n'a agi sur le législatif. Ça a toujours été des dispositions qui ne nécessitaient pas des actions au niveau du Parlement et donc des votes, etc. Donc ça s'est fait au niveau des ministères des Finances, de l'économie, et donc que c'est passé assez facilement en France, en Angleterre, au Luxembourg. Et donc ça, c'est intéressant de voir que si les musulmans font ces démarches, sans doute, je pense, avec le nombre d'années maintenant, je pense que ça aurait abouti, y compris au niveau européen. Mais on a fait pas ce travail. Donc, c'est le musulman lambda qui se satisfait un peu. Voilà, il n'y a pas de halal, donc on est obligé de là. Ou bien j'attends que le jour où il y a quelque chose. Deux, donc ça remonte pas aux décideurs. Deux, la réglementation. Et là, c'est un problème. Et puis il y a trois, il y a l'atmosphère vis-à-vis de l'islam. Ça, on ne peut pas le négliger. Mais si je reviens sur le cas de la Belgique, par exemple, on a travaillé sur tous ces différents aspects. Les personnes qui voulaient faire du ruling, enfin les décisions qui nous permettraient un peu les instructions fiscales, nous disent on est ouvert, mais c'est pas à nous de prendre ces décisions. Il faut que les acteurs financiers puissent la prendre. Les acteurs financiers renvoient la taille du marché, l'atmosphère au niveau de l'islam, l'extrême droite, etc. Donc c'est chaque fois il y a des raisons qui sont invoquées, et les autorités de régulation vous disent moi j'attends que les acteurs puissent eux-mêmes. Je peux pas faire une réglementation ou agir là-dessus si les acteurs bancaires ou financiers n'agissent pas. Voilà un peu, chacun un peu se renvoie la balle, mais dans chacun de ces de ce triangle autorité de régulation, autorité politique, et donc dans ce triangle, il y a toujours un rôle à jouer par les musulmans, et que malheureusement ils n'ont pas, en tout cas très peu, été actifs sur ces terrains-là, ce qui fait que le politique, on vote, mais jamais. Enfin, nous on l'a fait une fois. Je me souviens aux élections, je pense de 2007, les élections législatives de 2007, où nous avions déposé un programme et nous avions fait venir les leaders des partis politiques francophones déjà au niveau du pays, parce qu'en Belgique c'est un peu plus complexe avec les langues et les régions, mais en tout cas au niveau francophone. Et nous avons interpellé lors d'une soirée organisée avec ces dirigeants politiques, et nous les avons poussés à s'exprimer par rapport à la finance islamique. Et tous sans exception, on dit nous, voilà, s'il y a un intérêt à le faire économique et que ça peut se faire via la réglementation, pourquoi pas? Aucun ne s'y est opposé. Et juste avant les élections,
une commission, le ministre des Finances de l'époque a fait un communiqué en disant je vais constituer un groupe au Parlement, une commission au Parlement pour se pencher sur la question de la finance islamique. Donc en 2007 déjà, les élections sont passées. Il y a rien eu et les musulmans n'ont pas fait plus. Ils ont donné leur voix et ils n'ont jamais demandé des comptes aux politiciens. Donc c'est un problème. On donne nos voix et après on ne demande pas des comptes sur ça et d'autres choses. Bien sûr, il n'y a pas que la finance islamique, mais de façon générale, on est très peu réactif. Ça change peut-être, mais on est toujours dans ce problème. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en France, c'est vrai, ce que je dis, c'est très similaire, en fait. Les situations belges ou françaises sont très similaires. En fait, nous, on nous questionne souvent. On nous dit, mais vous faites de la finance islamique, ou là, le législateur, enfin, l'État doit vous embêter, Non, absolument pas. Rien du tout. Il nous laisse faire sans aucune difficulté. Mais les grandes institutions, effectivement, tu as cité le cas du footballeur en 2010 à peu près. On fait un financement. D'ailleurs, on reçoit des tonnes de courriers qui nous disent vous financez l'islamisme ou je ne sais quoi. Je veux fermer mes comptes. Et en fait, il y a cette crainte de ces établissements-là de mettre le pied complètement dedans. Et donc certains se cachent pour en faire. Nous avons eu un cas vraiment concret avec. Pour ne pas la citer, la BNP Fortis, qui est une banque française aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait, je pense, l'actionnariat. C'était encore l'époque Fortis Banque belge, qui était l'ancienne Société Générale belge, qui n'avait, je pense, rien à voir avec la Société Générale française. Et là, nous avons été assez loin, disons, dans les discussions, pendant près de 9 mois, des allers-retours, etc., de discussions. Et puis, un jour, ils nous ont appelés en nous disant, voilà, on arrête. On suspend et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Suspension pourquoi? Parce qu'ils avaient eu il y a eu une fuite de la part de la banque et ça a fait la une des journaux. Un journal en tout cas. Fortis va lancer des produits charia conformes ou compatibles ou des produits islamiques, quelque chose comme ça. De mémoire, c'était en 2006. Donc et là, ils nous ont expliqué que voilà combien de clients musulmans nous allons gagner et combien nous allons perdre de certains extrémistes qui ne veulent pas entendre du mot islam. Donc je pense que les banques font leurs calculs aussi. C'est important. Alors on a fait 2 erreurs, je pense, qui sont importantes. C'est que nous n'avons pas obligation en Europe de parler de banque islamique ou du terme islamique. Ce qui nous importe à nous, c'est le contenu, mais pas l'appellation. Donc voilà, si on a de la finance islamique qui se fait sous participatif, éthique, solidaire, alternatif, tout ce qu'on veut, du moment que c'est conforme, nous... chose en soi et pas l'appellation. Voilà, l'appellation, si elle passe, elle passe. Si elle passe pas, faut pas trop pousser là-dessus et jouons sur la vague éthique qui existe aujourd'hui, de banques éthiques, etc. Et là-dedans, voilà, c'est juste un montage différent et nous, en coulisses, on fait valider ça par un sharia board ou un théologien. Et voilà, ça passe. Les musulmans savent qu'ils ont un produit et qui est ouvert à tous les citoyens, musulmans ou pas musulmans. La deuxième erreur qu'on a fait, c'est qu'on a tout concentré sur la banque. On pensait que la banque allait nous sauver. Enfin, il y a plusieurs erreurs, mais en tout cas, l'autre erreur, c'est d'attendre que ça vienne du Moyen-Orient. Donc voilà, on a oublié qu'on avait un pouvoir aussi économique local et des moyens. C'est plus nos parents avec des moyens limités. Aujourd'hui, on a des cadres qui, machallah, réussissent très bien, des investisseurs, etc., etc. On aurait pu trouver de choses. Mais l'erreur fondamentale qu'on a fait, c'est de tout miser sur la banque et de penser que voilà. Or, la banque est très réglementée dans le monde. La banque est très réglementée avec des directives, avec des ratios, etc. Enfin, on va pas aller dans les détails, donc vous suivez. C'est très compliqué, alors qu'il y a d'autres, l'immobilier par exemple, et je pense qu'il y a des structures comme ISIS 570, donc qui eux, ont compris. Certes, ils ont le bras qui est la banque Shahabi au niveau bancaire, mais ils font d'autres choses qui ne sont pas dans le cadre de l'investissement immobilier, qui ne sont pas dans le cadre de la réglementation bancaire. Et ça, je pense, c'est important. Et de nouveau, nous n'avons pas fait l'effort d'étudier ce que nous permet la loi pour pouvoir, parce que finalement, il nous faut un toit, il nous faut
On le fait quoi? Il y a ça peut faire par des coopératives, ça se peut faire des sociétés d'investissement, des sociétés immobilières, et aujourd'hui ça se peut se faire aussi par par une plateforme de crowdfunding immobilier. Donc aujourd'hui, toutes ces options, on les a jamais, ou très peu étudiées. On s'est focalisé sur la banque. Et la banque, c'est très complexe. C'est très complexe, et donc on a toujours buté sur cet aspect-là. Donc ça, c'est des erreurs qu'il faudrait corriger, et je pense que notamment celle que j'ai placée en deuxième lieu, l'argent qui vient du Moyen-Orient. Là, je pense qu'il faut commencer à comprendre que nous devons nous servir nous-mêmes, que personne ne nous servira mieux que nous-mêmes, et que nous avons aujourd'hui le potentiel intellectuel avec des experts aujourd'hui chevronnés dans tous ces métiers, mais que nous avons aussi aujourd'hui, je pense, les moyens de mettre en place des structures aussi financièrement, surtout avec les facilités qu'il y a aujourd'hui avec les petits ruisseaux, quoi. Donc des montants même faibles, avec une masse de population de musulmans. Si on prend l'Europe, en tout cas plus de 20 millions de musulmans, ça peut amener, je pense, des capitaux qui peuvent nous amener loin. Bien sûr. Très intéressant. Si on revient sur l'immobilier, justement, sur la finance islamique en France, encore une fois, la banque Shahabi que tu viens de citer. Alors, la banque Shahabi fait du financement en direct avec le musulman en particulier, pas besoin de passer par un courtier ou quoi que ce soit. Tout à fait. La BRED aussi le fait par la Sofider, qui est située sur l'île de la Réunion. On a entendu pendant longtemps parler de l'implantation de la banque Shahabi, enfin du financement de la banque Shahabi en Belgique sur l'immobilier. On a eu beaucoup de demandes là-dessus, et on disait, tiens, visiblement, j'ai entendu dire que la banque Shahabi allait arriver. Finalement, ça ne s'est pas fait, c'est tombé à l'eau. Et tout à l'heure, on discutait d'éventuelles autres initiatives, des choses que vous avez validées, vous, d'un point de vue Sharia. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce qu'on est en train de se faire en Belgique, ce financement? Parce que là, pour le coup, on a énormément de demandes, et ça intéressera de savoir. Oui, effectivement. Bon, la France et la Belgique, c'est une longue histoire. Donc, effectivement, la France elle-même a reçu beaucoup de demandes de la part de résidents musulmans en Belgique, et pour pouvoir acquérir. Mais l'obstacle, c'est la réglementation. Mais le bien se situe en Belgique, donc on peut pas nous bénéficier de ces fameuses instructions fiscales qui sont françaises. Donc ça a été un obstacle pour les banques, en tout cas si on peut parler des banques marocaines déjà qui sont en Belgique. Les banques turques étaient moins intéressées, et il y en a pas vraiment de détails. Par contre, on a au moins 2 banques de détail en Belgique qui ont une licence commerciale qui pourrait éventuellement fournir ce genre de service, mais la réglementation ne s'y prête pas. Et Paris étant Paris, c'est là où se trouvent les sièges européens des banques internationales, notamment marocaines, la banque Shahabi. Et donc ils ont commencé, comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, que les études ont démontré que le marché belge était au niveau intérêt un des premiers. Mais bon, je pense que Shahabi, de son implantation européenne, a préféré, je pense, lancer d'abord sur le marché européen, et finalement ils ont raison, parce que la réglementation ne leur permet pas aujourd'hui de faire ce qu'ils font en France. Et donc la population, les citoyens musulmans de Belgique, eux, ont été en attente et ont fait les erreurs que j'ai citées tout à l'heure, et se focaliser sur la banque, sur cette réglementation qui nous a jamais fait pousser, l'environnement, etc. Mais aujourd'hui, il y a un shift, si on peut dire, que un peu pour faire un peu d'allusion à Gaza, aujourd'hui on découvre certaines vérités, et il suffit pas de dire l'islamisme, les musulmans. Je pense que les populations belges, les médias, les politiques, en tout cas certains d'entre eux, ne gobent plus aussi facilement certains préjugés ou certains a priori qui sont là. Et donc je pense que aujourd'hui certains acteurs, en tout cas ce que moi j'ai pu vivre, c'est que des acteurs aujourd'hui non musulmans, financiers, s'intéressent à la finance islamique, y compris en Belgique, m'ont contacté durant le long des derniers mois, s'intéressant à la finance islamique. Et donc c'est comme ça que j'ai été contacté par une banque, par une société de leasing immobilier, par un financier, un organisme financier public en Belgique qui soutient les indépendants et
ce qu'on appelait, je pense ici en France, les auto-entrepreneurs, les petites entreprises. Donc, il y a aujourd'hui un intérêt, et ça, c'est des structures qui ne sont pas musulmanes, ce sont des personnes voilà, il y a un marché. Voilà. Il y a soit un marché, ce qui est clair, soit pour l'organisme public, la volonté de, sachant que le tissu, je sais pas, je pense que ça doit être un peu similaire sur la France, sachant que le tissu, en tout cas de la région bruxelloise, n'est pas que d'auto-entrepreneurs et de petites entreprises et maintenant aussi de moyennes entreprises. C'est un vivier qui est principalement constitué par les populations d'origine musulmane. Les Marocains, les Turcs, les Algériens, les Pakistanais aujourd'hui, qui sont dans différents secteurs. Ce qui fait que pour l'organisme public aussi, ils se rendent compte que si on pouvait aider ces gens, parce que quand ils viennent vers on veut vous aider, et l'entrepreneur ou le chef d'entreprise dit moi là j'ai un problème avec les intérêts ou ce mode de financement, de bonne foi, l'opérateur public là, il sait qu'il n'a pas d'instrument, mais qu'il voudrait aider ces gens-là, parce que aider ces gens-là, il y a aussi un calcul économique, c'est clair. Aider ces gens-là, c'est aider la région de Bruxelles ou le pays. Ça, je pense qu'ils ont très bien compris aujourd'hui. Et donc, ils sont prêts à faire des efforts pour cela, et donc avoir une offre pour les musulmans. Et donc, de fil en aiguille, on a fait une première étude pour une banque qui nous a contactés pour faire de la finance islamique, donc ils sont très favorables. Ils ont juste un petit obstacle, enfin petit ou grand, c'est que ils ont grandi, ils couvraient une partie du pays, maintenant ils couvrent l'ensemble du pays, et donc ils demandent un peu un temps d'adaptation pour cela, et donc nous sommes toujours en contact et nous espérons que ça puisse aboutir à un moment ou à un autre, mais aussi par une société de leasing immobilier. Donc là, on a certifié un premier produit qui est certifié, mais qui doit encore, comme je t'ai dit tout à l'heure, la société est en train d'étudier le modèle économique. Bon, ils ont fait l'erreur de vouloir, parce qu'il y a une demande, ils ont voulu offrir un produit, mais on l'a mal étudié, je pense, au niveau économique. Et donc là, ils sont en train mais officiellement, nous avons un premier produit qui a été certifié en 2024. Sur la Belgique, que le cabinet Finiopolis a certifié avec un chalet à bol, donc avec des théologiens. Et puis nous sommes aujourd'hui sur différentes pistes aussi, et notamment un autre produit de leasing, soit leasing immobilier, soit de Mourabaha. Nous sommes en train de voir avec la société, et donc nous espérons qu'une offre puisse émerger d'ici prochainement en Belgique. En plus, éventuellement, je vous ai dit qu'il y a un acteur éventuellement des Pays-Bas qui annonce vouloir, qui s'est lancé aux Pays-Bas, c'est une banque digitale islamique, et qui annonce, pas plus tard que la semaine dernière, donc qui annonce vouloir se positionner sur la Belgique aussi, et donc avoir une offre. Donc les choses sont en train de bouger, et je pense que les opérateurs, y compris non musulmans, aujourd'hui ont fait le calcul qu'il y a un marché, et ils ont compris qu'on faisait finalement de la finance. Il y a finance et islamique, mais à la base c'est d'abord la finance. Elle a une touche comme un peu en fait pour les produits bio ou pour les produits éthiques. Beaucoup de banques font aujourd'hui des produits éthiques. C'est de la finance, mais on a mis une couche de conformité dessus, qui est là éthique ici, ou bio, ou tout ce qu'on peut. Ici, c'est une touche liée à une religion, mais finalement, ça reste des produits financiers. Celui qui croit en cette religion, il les prend via cette porte-là ou cette voie-là. Et celui qui ne croit pas, le prend parce que c'est un autre produit, une manière de diversifier soit de son investissement, soit de son financement, etc. Donc, bien sûr. Oui, mais ça bouge aussi côté belge. Alhamdoulilah, c'est une bonne. Oui, ça bouge. J'espère que ça puisse aboutir, Inch'Allah. Et en termes de placement, il y a des choses où pas forcément. Alors les placements, il n'y a pas encore, mais il y a une demande. Le minimum des choses, c'est que aujourd'hui, tous nos cadres, nos travailleurs, etc., ont une assurance groupe. Je sais pas comment on dit en France, mais une assurance par l'employeur, etc. Ou même si on est en tant que privé, on ajoute un pilier de son assurance pour améliorer sa retraite, etc. Et là, il y a aujourd'hui une masse de musulmans, soit
travailleurs, ouvriers, mais aussi des cadres et employés, et aussi bien sûr des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui ont un besoin de produits. Et ça, ce serait assez facile à faire parce qu'en fait, on peut adosser ce produit à des actions et faire un filtrage, ce qui se fait déjà au moins depuis les années 97 avec le Dow Jones, donc ou le FTSE en Angleterre. Donc, on pourrait facilement créer un portefeuille de ce type, mais il faudrait voir maintenant la masse, la taille critique qu'il pourrait avoir. Donc voilà, déjà en termes de placement et d'investissement, il y a déjà une demande. Et puis aujourd'hui, avec les jeunes qui sont aujourd'hui, c'est plus nos parents, c'est des jeunes qui aujourd'hui ont des moyens, peuvent avoir une épargne, et cette épargne-là peut passer à un stade aussi d'investissement. Parce qu'au niveau d'épargne, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas d'alternative quasi, mais en termes d'investissement, soit ils vont à l'international, soit ils vont dans des produits, des actions, ceux qui acceptent que le Bitcoin, les cryptos, etc. Donc aujourd'hui, ou des certificats immobiliers, etc. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a des possibilités. En tout cas, pour celui qui veut développer ce type de produit, il y a un marché et ce serait faisable. Alors moi, quand vous parlez d'investissement, je reviens maintenant à ce que nous pouvons faire en tant que musulmans en Europe. Et moi, comme j'ai dit, il faut un peu oublier le fantasme ou le rêve, je sais pas, d'investisseurs venant du Moyen-Orient. Et moi, je pense que il faut avoir la lucidité de voir que nous avons d'un côté des gens qui veulent acheter des maisons, des gens qui veulent du financement, voilà. Automobile, enfin l'automobile c'est aussi l'automobile ou l'équipement, enfin etc. Nous avons aujourd'hui en Belgique, je sais pas quel est le scope en France, mais nous avons en Belgique ce qu'on appelle des cliniques. Des cliniques de petite taille, mais beaucoup appartiennent à des musulmans, des centres dentaires aussi, des cliniques dentaires. Et ceux-là, ils ont besoin ces frères et sœurs ont besoin d'équipements. Et cet équipement souvent coûte cher, des scanners, etc. Ouais. Donc ça, c'est tous des besoins qui doivent. Ils nous disent, nous avons besoin de ça, d'un financement islamique, mais nous ne trouvons pas. Et donc voilà, il y a des réseaux aujourd'hui de cliniques, soit généralistes ou dentaires, qui sont là, qui sont prêtes. Donc et d'un côté, nous avons les besoins, et puis d'un autre côté, nous avons des musulmans qui l'argent quasi d'or dans des comptes bancaires qui sont soit de toute façon, parce que les gens ne savent pas qu'un compte courant est aussi quelque part non conforme à la charia, parce que vous donnez un peu un mandat à votre banque qui fait ce qu'elle veut avec votre argent. Dont aussi des opérations illicites, si pas financement d'armement, et on sait où ça atterrit, etc. Donc, je pense qu'il y a eu des campagnes, bien sûr, au courant contre certaines banques. Donc, c'est clair. Donc, cet argent soit enfin, je sais pas quel est le minimum ou le pire, c'est ça, mais c'est de l'argent qui rapporte pas grand-chose ou très peu en termes d'intérêt, de compte d'épargne 1,5, etc. Et puis ceux qui les gardent, mais d'autres s'en débarrassent. Donc voilà, économiquement et socialement, ça n'a pas d'intérêt, si je peux faire le jeu de mots. Par contre, aujourd'hui, nous avons des structures, il faut étudier pays par pays, mais aujourd'hui, les soukouks, qui ont, je pense, quelque peu été utilisés en France, ce sont des instruments qui peuvent, nous les soukouks, qu'on voit uniquement la haute finance. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu adhérer à ça, parce que celui qui veut acheter par soukouk une tour en France ou à Londres, bon, déjà quelqu'un qui est relativement bien. S'il peut acheter une tour, il peut faire halal ou pas halal, il n'a pas ce problème, quoi. Il n'a pas ce problème. Par contre, venir avec un fonds d'investissement, par exemple immobilier, pour financer des milliers de musulmans pour acquérir un bien immobilier, ça, c'est vrai que c'est plus de tracas qu'une tour. Mais l'impact social, il y a khir derrière, il y a un impact social et le khir, mais je pense pas que ces investisseurs pensent vraiment, sont dans ce mindset, et c'est peut-être ça, peut-être on peut discuter sur la finalité de la finance islamique par après, mais ça c'est notre problème, c'est que nous, aujourd'hui, il y a des outils, j'ai parlé des soukouks en France, en Belgique, nous on a ce qu'on appelle des certificats immobiliers, qui sont quasi des soukouks.
Ça existe et c'est coté en bourse depuis des années. Depuis, je sais pas, je pense au moins 25 ans, si pas 30 ans. Donc c'est un instrument qui existe. Il suffit juste de l'analyser un peu et de voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement ne pas être conforme à la charia. Et là, on pourrait distribuer ça. C'est des soukouks et c'est des petits porteurs. C'est des petits porteurs qui peuvent à partir de 100 € au moins ou plus, un peu comme une plateforme de crowdfunding finalement. Donc des petits porteurs, et là on a une masse dont l'argent est aujourd'hui d'or de manière halal ou pas halal dans le circuit financier classique. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le circuit classique, parce que cet argent finalement va repasser vers le circuit classique, parce que on a besoin de faire des transferts, etc., etc. Donc quelque part les banques conventionnelles, on a compris qu'elles auraient aussi elles ont toujours la part du gâteau, quoi. Voilà, elles auront toujours quelque chose. Mais nous, en tout cas, le financier pourrait, le musulman. Donc si on arrive à avoir cette boucle de cet argent dont il y a un besoin, c'est clair, il y a une demande, soit au niveau des individus, soit au niveau des chefs, des entrepreneurs, soit au niveau comme j'ai dit, des réseaux de cliniques, etc., pour des équipements, ou des gens qui veulent des véhicules, etc. Enfin, il y a une demande très importante. Et puis d'un autre côté, vous avez des gens dont l'argent dort et ils ne demandent qu'à le rentabiliser. Donc pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à aujourd'hui à faire la jonction? Et cette jonction-là, malheureusement, c'est la confiance. C'est que dans nos communautés, que ce soit en France ou un peu partout dans le monde, nos communautés musulmanes, il y a eu des expériences de gens qui sont venus promettre ceci et cela, que ce soit sous forme de soukouk ou sous forme de n'importe quel autre investissement, qui se sont retrouvés dans des choses creuses, des systèmes pyramidaux, etc. Et les gens n'ont plus vraiment confiance. Quand on leur parle de musulmans à qui confier son argent, ils préfèrent la banque du coin qui est là, réglementée par le régulateur, qui est là en face, un bâtiment juste au coin de la rue. Il y en a de moins en moins au coin de la rue. Mais voilà, ce bâtiment-là réglementé, il a confiance. Il sait qu'il y a eu un 2008, ou bien il savait pas qu'il y a un 2008 et que c'est pas garanti à 100%, etc. Mais ça reste l'État est derrière, contrôle, etc. Alors, c'est ça qui nous manque. C'est le lien entre cette épargne et même l'investissement aujourd'hui, et cette demande, quelque chose au milieu qui puisse être solide pour faire en sorte que on puisse drainer cette épargne, cet investissement vers des projets de toutes sortes dans la communauté musulmane elle-même. Mais tu vois, nous, dans chacune des stratégies qu'on met en place, dans le concerne l'investissement qu'on fait auprès de nos clients, quasiment à chaque fois, on prévoit une petite enveloppe et on dit ça doit permettre de financer la communauté. Bien sûr, c'est une petite partie parce que c'est là où il y a le plus de risques, et je te rejoins sur la confiance. Alors bon, je vais pas revenir dessus. On essaie d'être l'acteur de confiance, justement, faire le lien entre ceux qui ont des besoins et ceux qui ont les ressources pour éviter au maximum les tracas de l'investisseur. Mais tu vois, on se dit, tiens, 50%, on va le mettre là, 30% ici, 20% en actions, etc. Et puis, tiens, garde cette petite partie-là que tu pourrais utiliser pour financer des maisons médicales ou autres, ce que tu as cité d'ailleurs, notamment. Tout à fait. Cette confiance est importante. Et notre problème, que ce soit en France ou en Europe, ou en Occident, en tout cas les musulmans et peut-être ailleurs, mais parlons de l'Europe et de l'Occident, c'est que nous n'avons pas encore vraiment travaillé au niveau institutionnel. C'est que nous avons des structures qui appartiennent à une personne, et cette personne, si elle part demain, quelle que soit la raison, fraude ou décès, etc., on est lié à une personne. On n'arrive pas encore à travailler sur des structures, sociétés anonymes, sociétés coopératives ou même des sociétés à but non association. On reviendra un peu sur la zakat. Ça, on est attaché à des personnes. Et ces personnes, souvent, ça a été problématique. On n'est pas encore arrivé à mettre des structures où les personnes partent après un mandat, administrateur, 5 ans. Il y a un président, il y a un fondateur, il est là. Tant qu'il est là, c'est bon, mais il y a un conseil d'administration qui se renouvelle, il y a une assemblée générale. Enfin, on n'est pas encore arrivé à travailler, ce qui fait que les gens donnent confiance à une société qui est apparentée ou identifiée par une personne ou deux. Mais surtout s'ils sont de la famille, les gens se disent voilà. Donc on doit, je pense, passer sur l'institutionnel et jeter des ponts aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si on l'a dit ici lors de l'enregistrement, mais en tout cas avant, c'est qu'il faut aussi jeter des ponts vers des personnes, et il faut avoir foi en ça, qui ne sont pas musulmanes, qui ont des structures
et qui sont peut-être preneuses d'une alternative, de diversifier. Ils sont suffisamment montrés du doigt à cause de la spéculation, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui seraient preneurs d'une alternative qui serait le mot conforme à la charia, c'est un grand mot, mais présenter les choses comme étant un nouveau montage qui n'utilise pas les intérêts, il n'y a pas de rarar, il n'y a pas ceci et cela. Donc il y a un périmètre et je pense que un non-musulman pourrait aussi s'y retrouver aujourd'hui assez, on va dire facilement, mais quand même, les temps changent. C'est vrai que l'islam, l'atmosphère autour de l'islam change, mais je pense depuis Gaza, je pense que les gens comprennent qu'il y a des choses qu'il faut réinterpréter et qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'a priori et que en prenant le temps de s'asseoir avec des personnes, je pense non musulmanes aussi, il y a moyen de leur faire comprendre qu'il y a moyen de faire de l'économie et de la finance autrement. Mais on était sollicité en France par plusieurs structures non musulmanes et qui disaient on aimerait lancer telle opération et on sait que il y a des ressources financières, donc ils se rendent compte bien sûr de l'impact financier, du poids quand même de la communauté au niveau financier. Et ils disent tiens, est-ce que on pourrait discuter, est-ce qu'on pourrait mettre les choses en place ensemble. Tout à fait. Et oui, je te rejoins complètement. Et c'est vrai que maintenant on se rend compte que, mais c'est vrai, peut-être que c'est les événements récents qui ont fait une certaine prise de conscience aussi auprès de. Il y a moins j'ai l'impression en tout cas qu'il y a moins de tabous. Enfin, ceux qui les auront, ils les auront peut-être toujours. Donc là, on ne peut rien faire. Mais je pense que la masse a ouvert les yeux. Il se dit ce qu'on nous raconte depuis des décennies et peut-être même des siècles, c'est pas tout à fait ça, et qu'il faudrait peut-être qu'on s'intéresse un peu plus près de ces musulmans, de leur culture, de leur on découvre quand même qu'ils ont apporté quand même quelque chose à ce monde en termes de civilisation, et donc il serait peut-être intéressant de les écouter et de voir ce qu'ils ont à proposer. C'est vrai. Tout à l'heure, tu parlais de je reviens là-dessus, je rebondis là-dessus sur le côté finalité de la finance islamique. C'est vrai que quand j'ai commencé à étudier la finance islamique, j'étais un petit peu étonné de voir que il y a plein de choses qu'on pourrait l'ESG, les critères ESG, ISR, etc. On n'était pas forcément très porté dessus. On nous proposait des fonds actions, et puis les fonds actions, il y avait aucun filtrage qui était fait à ce niveau-là. Je peux financer le plus gros pollueur de la planète, il passe les ratios, tout va bien. Exactement. Et c'est quelque chose qui m'a un peu chagriné, je sais pas, ça m'a quand même soucié, tu vois, de voir ça. Et je me disais, est-ce que on est bien dans les finalités? Est-ce que donc, toi, ton point de vue là-dessus, au niveau des finalités, est-ce qu'on devrait travailler beaucoup plus là-dessus et parler de ces finalités-là et dire, tiens, donner du sens à votre épargne, pas uniquement du sens halal, haram, but, tu vois, votre compte il est haram maintenant, il va être halal parce qu'on va pas faire de riba avec. Plutôt aller plus loin et dire votre argent va pouvoir financer telle ou telle structure qui va avoir tel intérêt pour le bien-être de tous, sociétal, etc. Oui, je pense que tu as utilisé le terme fondamental qui est donner du sens. Ça, je pense que les pères fondateurs de la finance islamique ou de l'économie islamique en général avaient ce sens dans les années 60. Les théoriciens de la finance islamique, principalement des Pakistanais, puis des Égyptiens, etc. Je pense qu'il y avait cet objectif d'avoir une finalité. Et moi, dans mon parcours avec le docteur Jamal Din Atiyah, j'ai un document que je pense très peu de personnes ont, si quasi, je vais pas dire personne, mais une étude qui a été faite en 1972 par le Conseil des ministres des finances des pays de l'OCI, de l'organisation. À l'époque, c'était la conférence, maintenant c'est l'organisation de la coopération islamique. Et quand on lit ce texte qui date de 1972, on trouve beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on voulait un monde de finances plus ou moins idéal. Et je vous donne un exemple. Dans ce rapport qui ne circule pas beaucoup, moi j'en ai une copie via ce professeur que j'ai eu la chance qui lui avait accès à beaucoup de documents. Et j'ai pu prendre une copie de ce document dans lequel on mentionnait, dans le modèle de banque islamique à l'époque, il y avait une assemblée générale des déposants. Il y avait une assemblée générale des déposants au même titre qu'il y avait une assemblée générale des actionnaires. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils ont compris que le déposant n'était pas uniquement un déposant classique, il était aussi un investisseur. Et donc, le risque, etc., la mudaraba, il avait un droit de parole. Il avait un droit et qu'il fallait une assemblée qui puisse quelque part lui donner la parole pour pouvoir s'exprimer sur le mode opératoire de la banque, les investissements, etc. Ça n'a jamais été mis en œuvre.
Ça a jamais été mis en œuvre parce que au lendemain des indépendances, on a surtout voulu quelque part, si on demande l'indépendance, c'est pour créer autre chose, et pas forcément. Puis il y a eu la crise de 74, et donc de pétrole, et donc on a ce flux d'argent, et on se dit on va faire autre chose que on vient d'avoir notre indépendance, en tout cas pour beaucoup de pays. Nous allons essayer de développer notre propre modèle. Et ça date plus ou moins du Pakistan. On s'est pas séparé de l'Inde, de l'Inde pour créer le Pakistan. Pourquoi? Parce qu'on avait des religions différentes. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Si c'est pour se séparer et refaire ce que les Britanniques nous ont imposé, ça n'a pas tellement de sens. C'est comme ça qu'ils ont imaginé, le social, le politique et l'économique musulman. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers textes. Je parle pas de la longue histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite, mais je parle dans la période contemporaine. Milieu du siècle dernier, il y a eu ce sens. Mais quand il s'est agi de la pratique, il a fallu être pragmatique. Et ce pragmatisme a fait que on a de la théorie, mais quand il s'est agi d'aller sur le terrain, on s'est dit, on crée une banque islamique, c'est peut-être, peut-être qu'on a eu tort de se focaliser sur la banque, peut-être qu'on aurait pu partir. Les musulmans ont vécu pendant des siècles sur autre chose que la banque. Voilà, la finance s'est faite, le chèque vient la lettre de change, etc. Donc l'économie fonctionne, le maritime, etc. fonctionnait, l'assurance, donc le takafoul depuis l'époque du prophète. Donc ça fonctionnait pendant des siècles, mais dès que la période coloniale a fait que on a été quelque part endoctriné, les institutions conventionnelles sont entrées. Et qu'est-ce qu'on a fait quand on s'est dit on va faire de l'islamique? On a juste pris le modèle, c'est la banque. Voyons qu'est-ce qui la banque classique conventionnelle, qu'est-ce qui ne va pas? On enlève la riba, etc., et on fait la banque islamique. Et on a utilisé un peu les outils. La preuve, la murabaha, jusqu'à aujourd'hui, c'est le produit principal à 90% pour certains, etc. Donc ça veut dire que on a fait quoi? On a pris des produits, la mudaraba d'abord. On l'a pris parce que c'était celui qui répliquait le mieux le prêt classique, parce que il y a un financier et un entrepreneur, on donne de l'argent et on a une rémunération. Et c'était la mudaraba qui faisait le mieux. C'est comme ça qu'on a adopté le modèle bancaire de la mudaraba à deux niveaux. Et pour le financement, sur le modèle, on a pris la mudaraba, mais qu'on n'a pas appliqué à 100%. Et sur la murabaha, on a répliqué quasi le crédit classique. Oui, on fait une vente, un achat, une vente, mais après, c'est la gestion d'un crédit. Ça, c'est le mindset d'une banque classique. Et on est au début, on est dans les années 70, 80. On n'a pas de formation. Qui est expert, qui est formé en finance islamique? On a souvent été chercher, que ce soit des musulmans ou non musulmans, qui sont des gens du monde conventionnel, des banques ou des institutions financières conventionnelles. C'est eux qui ont géré le début et encore souvent jusqu'à aujourd'hui, les banques conventionnelles. Donc ils viennent avec un esprit ou un mindset qui est conventionnel pour gérer une institution islamique. Et donc forcément, on s'est retrouvé dans du mimétisme. Dans tout notre mode opératoire, et finalement on n'a pas d'experts, mais la population non plus n'est pas formée. Quel est le pays musulman qui a une formation en fiqh mu'amalat? Yani, en tout cas le Maghreb, ça commence dans les universités avec les masters en finance islamique, etc. Mais c'est à peine si on parle de riba, oui, riba haram, mais c'est quoi, etc. Faut oublier au niveau du Maghreb. Au niveau des pays du Moyen-Orient et puis de la Malaisie, sud-est asiatique, il y avait un peu cette conscience pour différentes raisons. Le sud-est asiatique, parce que c'est pas un islam hérité, c'est un islam qui a dû se mériter, si je peux dire. Ils ont cherché, et donc ils ont cherché aussi dans le mu'amalat. Nous, on est resté dans la ibadat. Et au Moyen-Orient, c'est une autre culture, et puis le pétrole, l'économie, et donc il a fallu penser aussi faire le mu'amalat. Et comme ça, des gens ont été un peu formés, mais la masse n'a pas été formée. Alors quand vous parlez de mudaraba à madame et monsieur lambda, oui, sur papier, halal, etc., mais dans les faits,
je suis avec vous. S'il y a des profits, je suis preneur. S'il y a des pertes, voilà. Et c'est ça le problème aujourd'hui, la finance islamique, c'est que sous la pression de cette inculture, si je peux dire, tant au niveau des experts qui doivent gérer ces institutions et de la population, a fait que, voilà, qui va accepter la mudaraba, qui est le pilier de la finance islamique. Et c'est comme ça que même dans une institution comme l'AOFI que vous connaissez, que tu connais peut-être, qui est l'instance, normalisatrice de l'industrie pour différents aspects, charia, comptable, etc., éthique, etc., et gouvernance, eh bien, déjà au début des années 91, donc pas beaucoup, donc en 91 déjà en fait, s'est rendu compte qu'il fallait quelque part aider ces banques parce que le modèle ne fonctionnait pas. Les banques disaient, si on n'a pas un revenu à donner aux clients qui est plus ou moins dans le pattern, dans la tendance des banques conventionnelles, les clients ne vont pas rester avec nous. Et c'est comme ça qu'ils ont introduit dans des normes la possibilité de créer des réserves de lissage qui faisaient qu'on pouvait quand même continuer à donner, parce que les bonnes années, les clients ils sont avec vous, et les mauvaises années ils partent. Et les banques ne peuvent pas fonctionner avec un yo-yo. Alors, il leur faut une base de clientèle qui soit stable, tant au niveau des dépôts que des financements. Et c'est comme ça qu'on a dû changer, de partir d'un modèle pur à un modèle qui était en fait censé être livré aux musulmans. Mais on a oublié que le musulman n'était pas forcément, il est musulman, mais la culture musulmane ou le fiqh, il le maîtrisait pas, tant au niveau de la masse que des experts. Et donc il a fallu revoir, ce qui fait qu'on est allé dans un mimétisme qui aujourd'hui parfois peut faire froid dans le dos, où comme je vous ai dit, on achète des tours à Londres ou à Paris ou à la Côte de la Défense ou à la Côte d'Azur. Ok, c'était peut-être un bon investissement pour l'investisseur, mais en termes de finalité, je vois pas ce que ça apporte. La même chose au début, on a investi dans des portefeuilles d'actions sur base du Dow Jones ou du FTSE, du Financial Times, en filtrant, mais qui avait-il à gagner? Qu'y a-t-il d'islamique en fait à investir dans un portefeuille où il y a Mercedes, Microsoft et tous les pollueurs de la planète? Tu as parlé des ratios quantitatifs et même qualitatifs, et dans ce qualitatif, on n'a jamais mis la pollution, ce qui fait que certains fonds chrétiens ou certains fonds éthiques étaient plus intéressants que ceux sur les finalités, étaient plus intéressants que les fonds islamiques. Ça bouge un peu aujourd'hui, mais voilà, le ESG pousse un peu, mais donc voilà, on est allé dans quelque chose, comme je dis, qui fait des fois froid dans le dos, à savoir que on a lancé un système à toute allure, avec à la base un modèle, mais finalement les gens qui sont montés dans le train n'avaient pas le bon billet ou la bonne formation pour pouvoir adhérer à ce système. J'espère qu'aujourd'hui il y a un débat au niveau de l'industrie. Tu as suivi les masters, donc on te parle de asset backed et asset based, justement pour faire cette différence et de sortir un peu de ce mimétisme et de faire vraiment de la finance islamique qui n'est pas juste une finance où on enlève ce qui est haram, mais une finance qui s'inspire du droit musulman. Et là, c'est énorme ce qu'on peut, quand on étudie le droit musulman. Je me souviens qu'à certain moment, la Banque islamique de développement avait fait une étude, en tout cas l'IRTI à l'époque, je pense, a fait une étude sous l'aide, je pense, du docteur voilà, c'est pas Soleimani, c'est mais enfin, il est très connu, saoudien, où ils ont fait une étude, une étude qui démontrait, Dr Sami Souilem, et donc il a démontré que dans le droit musulman, il y avait des milliers de contrats, en tout cas, je pense qu'ils avaient recensé 1900 contrats qui demandaient juste des changements pour pouvoir être remis au goût du jour. Que la murabaha. Que dans la murabaha, je pense qu'ils étaient proches de 100
modèle de murabaha, de structure qui s'apparente, qui était sur base de la murabaha, mais qui peut être déclinée pour différents besoins, etc., etc. La même chose pour le salam, etc. Donc, le droit musulman, il est riche, mais on n'a pas fait cette démarche-là. On est allé vers le contrat classique, le prêt, et on s'est dit, on va enlever ce qui est haram. Le plus simple possible. Et... Voilà, le plus simple. Maintenant, je pense qu'il y a un mouvement qui demande à ce qu'on reparte sur les bases du droit musulman, de voir quel est le besoin financier et de voir quels sont les contrats qui existent, mais pourquoi pas, qui n'existent pas encore, parce que le droit musulman, il est ouvert. À partir du moment où il y a un périmètre, il n'y a pas de riba, il n'y a pas de gharar, il y a les quelques 4, 5, 6 interdictions. Le reste, vous prenez une feuille blanche et vous dessinez un contrat et vous le faites valider. Donc ça, on oublie. Donc on se limite à la musharaka, à la mudaraba, etc., mais on peut être créatif en finance islamique. On est dans le fiqh al-mu'amalat, c'est pas dans la ibadat. Et ça, malheureusement, j'essaie de le rappeler assez fréquemment que justement, dans le fiqh al-mu'amalat, tout est autorisé. La base, c'est la permission originelle. Et ensuite, il faut aller... Tout à fait. Donc, en termes de finalité, on peut faire mieux. Et je pense qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui saisit cela. Mais malheureusement, le mouvement qui veut aller au résultat le plus rapidement possible, et c'est compréhensible. Voilà, il y a des concurrents, soit musulmans, soit non musulmans. Donc, il faut faire des chiffres. Ou bien, vous avez une population qui n'est pas prête à accepter le modèle. Allez lui expliquer qu'il faut partager les pertes. Prendre les pertes, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. D'où le niveau, enfin, il faut former les personnes qui vont aller porter la parole. Tout à fait. D'où tes interventions aussi, j'imagine, dans les différentes phases que tu as dans le passé pour porter cette parole-là. Bien sûr, bien sûr. La Wi-Fi, ils sont pas revenus ces derniers temps sur la setback. Soukouk. Voilà. Je veux pas. Voilà, justement, ils se sont rendus compte qu'on était parti dans des soukouks. Enfin, il y a déjà une première sonnette d'alarme par le cheikh Tsarkaï. Je me souviens, j'étais au Bahreïn à ce moment-là, à cette conférence-là, où il a tiré la sonnette d'alarme, où que ces soukouks, enfin, il avait dit, je pense, 80% ou plus, n'étaient pas conformes à la charia. Je pense que c'était un type de soukouk. Mais quand on voit aujourd'hui, la quasi-totalité des soukouks sont des soukouks Ijara, et même ceux-là, quand il y a eu quelques scandales, enfin quelques faillites, notamment celle de Cité Cameron aux États-Unis, si je me souviens, je pense que c'était Cameron ou quelque chose comme ça, sur ces plateformes de pétrole, de raffinage, je pense, les gens pensaient qu'il y avait des actifs. Le bien, et finalement, ils se sont retrouvés, les actifs, c'est l'ordinateur. Et que le flux. Que le flux. Donc ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, ces soukouks étaient devenus quasi des obligations, puisque les revenus n'étaient pas toujours dérivés de l'actif lui-même. Donc c'est, voilà, un coupon, de nouveau, il fallait donner un profit, etc. Là, OFI, aujourd'hui, a sorti, je pense, la norme 62, si ma mémoire est bonne. Voilà, où ils veulent remettre les choses à leur place, mais il y a un lever de bouclier, je pense, des émetteurs, etc. Les émetteurs, ça doit être voilà, ça va tuer les soukouks. Voilà, il y a de la pédagogie à faire un peu à tous les niveaux, et voilà, ça va tuer, mais il y a de l'ingénierie à faire. Et faites votre job voilà, faites votre job, et comme vous en êtes sorti dans différents, comme le conventionnel s'en est sorti en rebondissant, c'est vrai qu'il a une marge de manœuvre plus grande, puisque on accepte tout, la spéculation, le qimar, voilà, etc., le hara. Mais voilà, je pense que si on fait un peu plus c'est comme dans tous les domaines. Quelle est l'invention aujourd'hui qui est attribuée à un musulman? Je pense que si demain on donne les moyens à un musulman de réfléchir, que ce soit dans la médecine ou dans le spatial ou dans la finance, je pense qu'il n'est pas moins intelligent qu'un autre, et il peut nous sortir des instruments. Beaucoup de ces experts en produits dérivés, etc., sont des musulmans eux-mêmes. Donc à partir du moment où on veut leur donner les moyens de... C'est pas dans le bon domaine, mais ils sont créatifs, ils peuvent faire des choses. Donc voilà, il faut se donner les moyens, et que ces compétences, qu'ils soient en France, en Belgique, aux États-Unis, peu importe qu'ils sont, ou dans le monde musulman, bien sûr, si on les réoriente, on leur dit voilà la finalité, voilà le périmètre, allez-y. Travailler. Je pense que... Inch'Allah, ça va. On va y arriver. Inch'Allah. Si te reste encore un petit peu de oui, moi ça.
On peut parler de la zakat un petit peu parce que t'es à l'initiative, c'est ça, hein, sur la Belgique d'une institution. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu pour nos frères et sœurs en Belgique? Alors moi, quand j'introduis ce domaine de la zakat, je le lis toujours au waqf et je le lis lié à l'histoire de l'islam et des musulmans. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous la réflexion de se dire il y a trop d'impôts. Je pense, c'est vrai. Abusé ou pas, c'est vrai que des fois il y a des abus, mais des fois on est content d'avoir un système de sécurité sociale, les autoroutes, etc. Voilà, donc il y a des impôts, mais c'est pas toujours. Des fois c'est perdu, mais il y a des abus, mais des fois quand même on est content qu'ils soient là pour couvrir un certain nombre de domaines. Et on oublie que l'État ne peut pas tout satisfaire. L'État ne peut pas couvrir tous les besoins. Il faudrait augmenter les impôts. Voilà, si on se limite à quelques impôts, on va pas couvrir. Vous n'allez pas avoir la sécurité sociale souhaitée. Je sais qu'en France, vous avez une très bonne. En Belgique aussi, on en a une très bonne. Vous n'allez pas pouvoir le couvrir. Donc, à défaut d'avoir des impôts, si on étudie l'histoire du monde musulman, la responsabilité de l'État était assez limitée. C'était la collectivité qui se prenait en charge, soit sous forme de waqf, soit sous forme de zakat. Ce qui fait que les principales institutions dont le musulman a besoin étaient couvertes soit par la zakat, soit par le waqf. Je ne vais pas entrer dans les définitions, mais l'histoire l'a prouvé. L'histoire a prouvé que la zakat bien organisée faisait que on savait plus à qui, le temps d'Omar al-Aziz, on savait plus à qui la donner. Tout le monde est marié, tout le monde est à son toit, tout le monde a son moyen de locomotion, etc. Le waqf, la même chose. C'était les écoles, les universités. Encore ici dans nos pays, c'est les mosquées, c'est les universités, c'est énormément de choses. J'aime bien une citation d'une personne qui a vécu sous l'Empire ottoman, parce que le waqf était très puissant à cette époque-là, qui disait: je suis né dans un hôpital de waqf. Il parlait de l'empire de la Turquie, donc l'empire ottoman. Je suis né dans un hôpital régi par un waqf. J'ai été bercé dans un berceau qui appartenait à un waqf. J'ai été à l'école primaire en waqf, secondaire dans un waqf. Quand je tombais malade, j'allais dans un hôpital de waqf. J'ai été dans une université gérée via un waqf, et quand j'étais malade, j'étais soigné dans un hôpital de waqf, et quand je décéderai, je serai mis dans un linceul qui est fourni par une institution de waqf, et je serai enterré dans un cimetière géré par un waqf. Donc c'est toute la vie du musulman peut être quelque part gérée par le waqf. Il y avait des waqf surtout, et donc l'assurance aussi. On peut pas imaginer ce que le waqf pouvait couvrir. Quasi tout. Donc l'État devait se contenter. Le militaire, et encore, il y avait aussi des waqf au niveau militaire, mais se contenter de l'infrastructure, les grosses infrastructures, les routes, etc. Encore qu'on trouvait des gens qui donnaient pour une route. Comme ça, qui disaient, voilà, dans une campagne, etc. Et pas, on fait un waqf pour une route, pour que les bêtes pouvaient arriver, ou maintenant on parlera de véhicules. Donc, on a négligé durant notre il y a une colonialisme cette période-là, et on a laissé tomber ces instruments qui aujourd'hui sont très puissants, et on oublie que les plus grandes universités telles que Cambridge, Oxford et même Harvard, si on parle déjà des anglaises, quand on va chercher dans leurs textes la documentation qui les a créés, eh bien, il dit ce sont les croisés qui sont revenus du Moyen-Orient qui ont rapporté le modèle du waqf, et qui a été refondu dans le trust. Ça, c'est dans les textes fondateurs de ces universités. Et c'est les plus grandes universités au monde aujourd'hui, et parmi les plus riches. Donc, on oublie que, voilà, on parle de waqf comme ça, on passe à côté. Et la zakat, c'est la même chose. Ça couvre des choses extraordinaires, et on va pas faire une étude sur la zakat aujourd'hui, économiquement, l'impact socialement. Et donc, mais si on revient aux communautés
musulmane, disons, d'Europe ou d'Occident, on voit que ces deux, mais revenons à la zakat, si on parle que de la zakat, le waqf est quasi oublié, ça revit un peu, on est sur un projet en Belgique aussi, mais c'est quasi oublié, mais la zakat, elle nous l'est rappelée parce que c'est un pilier. Le waqf moins. Ouais. Donc c'est pas un pilier, donc c'est un peu tombé en désuétude par les musulmans. Donc il y a pas eu ce rappel. Par contre la zakat, il y a ce rappel quasi annuel, zakat al-fitr lors du Ramadan, et puis il y a zakat al-mal qui est au niveau annuel. Et on se rappelle, mais surtout zakat al-fitr, parce que voilà, c'est du concret. On donne ce mois-là et on la donne. Zakat al-mal, il y en a qui savent et il y en a qui savent pas. Pour eux, la zakat, c'est zakat al-fitr. Et ils oublient zakat al-mal, c'est ça le moteur, c'est le plus important. L'argent le plus important et régulier, c'est zakat al-mal. Et donc, nos communautés, aujourd'hui, ne savent pas très bien ce que c'est que la zakat. Et des institutions sont venues leur rappeler, c'est les mosquées ou bien des institutions humanitaires ou caritatives qui sont venus leur rappeler que vous pouvez aussi donner votre zakat al-mal. Mais, à part quelques exceptions près, ces institutions caritatives ou ces mosquées gèrent très mal aujourd'hui ça parce que nous, dans nos structures, on gère une mosquée, on a un responsable d'une mosquée, on a un comptable éventuellement, ou bien on fait sous-traiter ça, mais on oublie que c'est des gens qui doivent être formés à ça. Un gestionnaire d'une mosquée, ça doit être aussi quelqu'un qui a des compétences pour ça, en communication, la même chose, etc., etc. Donc on a besoin de personnes qualifiées, y compris pour la zakat. Aujourd'hui, la zakat, elle est récoltée dans les mosquées et elle est redistribuée aussi, mais de manière, disons, un peu anarchique. C'est-à-dire, c'est un peu au jour le jour, on ramasse ces zakats. On ne sait pas. Beaucoup de gens, en tout cas, se plaignent. C'est comme les autres dons. Il y en a qui font le mélange et puis il y en a, on aide une veuve et un orphelin ou un étudiant ou un réfugié. Mais des fois, peut-être, pourquoi pas, on met quelques euros ou quelques, je sais pas combien, dans un lampadaire ou dans un micro d'une mosquée. Donc ça, il y a des gens qui nous remontent cette information. Deuxièmement, la personne qui se présente à la mosquée, ben, c'est pas forcément une personne, peut-être qu'elle est dans ce besoin-là, mais peut-être pas. Qu'est-ce que vous en savez? Elle se présente, elle tend la main et vous lui donnez. C'est bien, vous lui donnez, alhamdoulilah, votre niya, elle est là, mais vous privez peut-être une personne qui, elle, en a vraiment besoin. Donc, il faut organiser la zakat parce qu'elle n'a pas, et c'est un peu notre slogan, nous, c'est donner de l'impact à votre zakat. Si vous la structurez pas, eh bien, la personne qui tend la main aujourd'hui continuera à tendre la main demain. Et c'est pas ça l'objectif. Ça, c'est un échec de la zakat. Et on peut pas utiliser le terme échec pour la zakat parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a un échec, c'est parce que nous l'avons mal de l'humain qu'on a mal géré ou mal organisé. Donc il faut revoir un peu ça. Et donc c'est un peu l'initiative qu'on a menée. On n'est pas les premiers. On a essayé de suivre des modèles qui existent dans d'autres pays occidentaux tels que l'Angleterre avec le réseau NZF. Aujourd'hui, ce réseau existe au Canada, aux Pays-Bas, en Australie. Hors réseau, il y a l'Allemagne qui a rejoint, et puis il y a aussi la Suisse aussi, mais qui est hors ce réseau-là. Et puis en Afrique du Sud, il y en a un peu aux États-Unis, etc. Donc, et nous, voilà, ce modèle, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est dit, on va essayer d'organiser la zakat pour qu'elle ait un impact et de façon transparente. Il faut on parlait d'institutions qui puissent faire le lien tout à l'heure. Les gens ont besoin d'avoir confiance et ils ont déjà tellement donné et ils ne voient pas de résultat. Que ce soit dans les mosquées ou d'autres associations, pour eux, ils ne voient pas le résultat. Peut-être qu'il y a un résultat, que la veuve a été aidée, l'orphelin, etc. Mais pour eux, c'est pas suffisant. En tout cas, il n'y a pas de transparence par rapport à ce qui est fait. Et donc nous, on s'est dit, on va adopter un modèle d'abord qui est local. À savoir, déjà pour créer cet impact, vous ne pouvez pas faire d'impact si vous diluez et que vous soutenez toutes les causes. C'est vrai qu'il y a des causes prioritaires aujourd'hui comme la Palestine, personne ne remet ça en cause, mais il y a des institutions qui s'en occupent et qui font ça bien. On va pas tout résoudre, mais au niveau local, il y a des besoins aussi. Et on sait, nous, dans la tradition, dans les hadiths, etc., le voisin il pouvait pas être musulman, c'est votre voisin, de palier ou à côté, afin qu'il soit musulman ou pas musulman, d'ailleurs, mais pour la zakat, bien sûr, c'est plus cadré.
Mais donc il s'agit d'agir aussi dans la transparence pour avoir l'impact. Il faut être transparent. Et c'est pour ça qu'on a décidé, à l'instar d'autres modèles qui existent aujourd'hui en Occident, que tout se ferait via une plateforme où les donateurs, on ne prend pas de cash, parce que ça aussi c'est un problème. On est habitué à dire oui, mais l'État va savoir combien on gagne, etc. Je leur dis, écoutez, à certains moments, faites votre ingénierie pour que vous puissiez payer aussi vos impôts et payer la zakat. On n'est pas tous obligés d'être milliardaires en fraudant l'État. Non, le noir, ça marche pas. Ça marche pour vous pendant une période, et puis qu'est-ce que vous allez faire avec ce noir, etc. Donc, vous ne pouvez pas, vous, en tant que musulman, venir aspirer à ce qui est transparent et l'islam, et quelque part dire, oui, mais j'ai de l'argent en noir. J'ai eu beaucoup des cas de personnes qui viennent demander un financement islamique, qui peuvent payer comptant une maison, parce qu'ils ont du noir. Je leur dis, écoutez, mais ça va pas ensemble. Il faut un peu revoir le fait que vous pouvez pas les sortir cash, parce que c'est un problème vis-à-vis de l'État, mais c'est un problème vis-à-vis de l'islam aussi. Et donc, il faut rectifier ça. Et donc, il faut faire en sorte que vous puissiez payer votre zakat dans la transparence. Donc, on n'accepte pas le cash. C'est via la plateforme. Donc, ça passe via les systèmes de paiement. Nous, on sait ce qui se passe. Les autorités savent ce qui se passe, et on est clair et transparent vis-à-vis de tout le monde. Nous, on sait, les autorités savent, et la population, les musulmans savent. On leur donne les formulaires, les rapports annuels, etc., et les études d'impact dont ils ont besoin. Donc voilà un peu le modèle. Et la distribution ne se fait pas à la porte d'une mosquée ou dans un bureau d'une mosquée. Là, c'est en ligne. Les gens introduisent leur dossier. Ceux qui peuvent pas le faire peuvent le faire via un point relais qu'on essaie, parce qu'on a juste commencé, mais on essaie d'avoir des points relais dans les mosquées et dans les associations caritatives ou humanitaires. Ils peuvent renvoyer vers nous, donc ils peuvent aider les gens à remplir le formulaire s'ils peuvent pas. Et donc le dossier arrive chez nous, et on va étudier un dossier comme un dossier le ferait je sais pas comment on appelle ça chez vous. Nous, on appelle ça le CPS, le Centre public d'aide sociale, mais en France, quelque chose similaire, où on prend votre dossier. Voilà, on prend votre dossier et on analyse et on voit si vous êtes d'abord éligible, si vous êtes dans la situation, et deux, on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la zakat de consommation. Quand quelqu'un est fini et que vous devez l'aider, là il faut l'aider. Mais des fois, quand vous analysez un peu plus sa situation, vous découvrez que cette sœur ou ce frère ou cette famille, c'est pas uniquement de l'argent qu'ils ont besoin. Ils sont dans un cycle des réfugiés, des personnes addictives, qui lui font un toit. Et souvent, il y a des structures publiques qui peuvent les aider. Mais des fois, parce qu'ils sont réfugiés ou parce qu'ils n'ont pas les relais, ils ne vont pas vers, ou bien parce qu'ils sont musulmans, on va être discriminés, etc. Nous, on peut les réorienter à ce moment-là vers étudier leurs dossiers, savoir quels sont leurs besoins. Il y a certainement des besoins financiers, mais donc, comme je disais, zakat de consommation, on veut aller nous vers une zakat une zakat productive, à savoir de développer des projets pour ces gens. Parce que la finalité de la zakat, c'est faire en sorte que ces gens ne puissent plus être dans cette situation-là, et après un certain temps, devenir eux-mêmes contributeurs ou donateurs de la zakat. Et ça ne peut se faire que par une étude d'impact, et voir de suivre cette personne ou cette famille. Donc, vous lui avez donné, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle en a fait et qu'est-ce qu'elle devient, et puis la router, la diriger vers des instances publiques aussi, ou privées, musulmanes ou pas, qui peuvent les aider par rapport aux problèmes qu'ils ont, qui est peut-être un problème qui n'est pas uniquement purement financier, mais il y a d'autres choses qui se greffent. Quelqu'un qui est addictif à quelque chose, bon voilà, il faut vous lui donner l'argent, le lendemain il est dans la même situation. L'étudiant qui vient parce qu'il a besoin de manger, eh bien, il a besoin de manger, mais le lendemain aussi il a besoin de manger. Pour celui-là, il a besoin d'argent chaque jour. Ouais. Alors, organisez de la jaquette productive, créez-lui un job avec l'argent. Faites créer une structure où les étudiants puissent travailler et qu'ils puissent, parce que l'argent doit bénéficier directement aux bénéficiaires cités dans le Coran. Eh bien, aidez-le à cette personne qui est éligible, qui est bénéficiaire, mais par du travail, par exemple, un job étudiant. Nous, on a eu avant
Avant la fondation, nous avions fait un petit fonds qui s'appelle le Fonds Honoria, avec une association de professionnels que j'avais co-créé, une association professionnelle. On a fait un petit fonds avec une fondation publique belge, Fondation Roi Baudouin. Et ce fonds, on a fait quelques initiatives et notamment, nous avons aidé un étudiant qui a eu l'idée d'organiser des paniers, des colis alimentaires, une épicerie solidaire qu'il remettait aux étudiants. Eh bien, on l'a aidé à acheter une petite camionnette. Lui faisait le tour avec cet argent, avec cette camionnette, il pouvait faire le tour des invendus, des supermarchés, etc. Il les mettait en colis et dans cette épicerie, et puis les étudiants pouvaient venir prendre ces colis. Au moins déjà la partie nourriture, ils pouvaient se concentrer sur les achats de documents, de livres, etc., au paiement de frais scolaires. Mais déjà au moins l'aspect nourriture, c'est déjà ça. Bon. C'est déjà ça en moins. Donc voilà, il faut un peu et ça, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas aujourd'hui dans les mosquées ou dans d'autres structures. Donc il faut la zakat, c'est vrai qu'on a les catégories qui sont éligibles, mais il faut aujourd'hui pas les réadapter, mais les comprendre avec les besoins. Ibn Sabil, c'est un voyageur. Est-ce qu'un réfugié est un voyageur? Voilà, quelqu'un qui n'a pas de moyens, alors qu'il vient d'un autre pays, peut-être. Voilà, il y a certains, ça c'est selon les ulama. Il y en a qui vont dire non. C'est pas un voyageur, et d'autres vous diront oui. Donc ça dépend. C'est pour ça que nous, on a un chalet à bord qui est avec nous, qui analyse aussi l'aspect d'éligibilité. Il y a les madahib, etc. Donc ça. Mais voilà. Donc les besoins aujourd'hui sont assez larges, et avec la zakat, on peut. Parce que la finalité de la zakat aussi, c'est aussi d'avoir un impact, de faire en sorte que la communauté musulmane ait un impact. Et une des catégories Fissabillah aussi, qui est assez large, nos frères en Angleterre, ils financent les imams. Qu'est-ce qu'ils donnent à ces imams? Ils donnent la possibilité à ces imams d'avoir une genre de bourse pour aller suivre des cours, pour se remettre à jour par rapport à la bioéthique, par rapport à la finance islamique, parce qu'ils ont ils ont une formation classique, mais ils n'ont pas forcément quand on parle aujourd'hui d'options, etc., ou de dérivés. Donc c'est très complexe. Donc voilà, la langue du pays, des cours par rapport aux lois du pays, etc. Ça, nos frères en Angleterre, ils ont obtenu l'aval d'une fatwa pour le faire pour les imams. Ils ont un comité de monitoring, de contrôle des médias, aussi financé par la zakat. Ces gens, ils passent leur journée à scruter les médias. Quand c'est positif, ils leur disent merci. Quand c'est négatif, ils leur envoient une lettre en disant ce que vous avez écrit sur l'islam ou les musulmans, c'est pas juste. Et s'il faut, on va en justice. Avec l'argent de la zakat. C'est avec l'argent de la zakat pour essayer d'aider la communauté à passer de renforcer. Donc la zakat, il faut aussi aujourd'hui faire un ijtihad contemporain. On reste sur les bénéficiaires, ça c'est dans le Coran, il n'y a pas de discussion. Mais on est dans un monde changeant, et le fisabilillah, etc. a changé. Il n'y a plus d'esclaves. Enfin, il y a encore des esclaves économiques, ou peut-être on est tous esclaves, mais cette catégorie d'esclaves-là, il y a moyen de la réinterpréter et de voir que toute personne qui est dépendante, qui n'est pas libre, peut-être économiquement aussi, et qui souffre, peut-être que, en fonction des fatwas possibles, on peut réorienter de l'esclave tel qu'il était à l'époque du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après. Aujourd'hui, on peut peut-être réinterpréter cet esclave en quelqu'un qui n'est pas autonome, qui dépend de quelqu'un pour sa vie. Et donc là, ou sa vie économique. Donc il faut, voilà. Et ça, je suis pas moufti, donc ça, je dis ce qui existe. Maintenant, ce sont ces instances avec le soutien des théologiens qu'ils ont, comme en finance islamique, d'évaluer la situation et de dire oui ou non. Et comment on peut donner le nom de l'association, de la fondation? Alors nous, c'est la fondation de Zakat de la Belgique. Okay. Donc on a donné un nom générique qui est Zakat Foundation of Belgium en anglais pour qu'on puisse travailler dans les deux langues, nous, parce qu'on a le français et le néerlandais. Mais en français, on dit souvent Fondation de la Zakat de Belgique. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mohamed. C'était très, très enrichissant. J'ai appris des tonnes de choses. Alors, les personnes qui vont nous suivre, j'espère que ça aurait été aussi instructif pour vous tous. J'espère en tout cas que c'était un plaisir et on est là pour justement se savoir. Il faut, ce serait un péché que de le garder. Le peu qu'on a pu obtenir déjà, il faut, juste un verset, donc, ou un hadith. Donc,
faisons ce que nous pouvons chacun là où nous sommes. Jazakumullah khairan, merci pour l'invitation. Barakallahu fikum. Très bientôt. Wa faqakumullah. Très bientôt pour un prochain épisode, Inch'Allah.